C'est curieux quand même, dans un milieu comme mon père, qui me prenait la main quand il entendait très peu de classique, qui dit écoute comment c'est beau. C'est pour ça, mes amis, la musique classique est réservée à tout le monde et le restera des siècles et des siècles. Comment vous épousez un musicien, mais vous n'avez pas réfléchi? Mais ma pauvre, vous allez presque crever de faim. Un musicien, ça ne gagne pas sa vie. C'est quelqu'un qui a toujours su travailler, ne pas profiter de ce temps, mais le travailler, le respecter et surtout le développer. On aurait dit véritablement que c'était le couple magique qui avait été inventé dès les origines. Il était né avec une trompette. Maurice André, on l'a, moi je l'ai dans l'oreille en permanence, c'est-à-dire que c'est presque devenu quelque chose de naturel, cette sonorité, cette manière de phraser. Même les anciens, quand je suis entré à l'opéra, me disaient, quand Maurice est arrivé, on s'est tous retournés parce qu'on avait entendu un autre instrument. C'était plus la trompette, c'était un autre instrument. C'est le meilleur, c'est sûr. C'est vrai qu'il est le meilleur, Maurice André. Maurice André, deux prénoms devenus un nom synonyme de musique, synonyme de trompette, synonyme de lumière sonore, synonyme d'or fondu qui vous pénètre par les oreilles, qui vous réchauffe le cœur. Écoutez. Cette musique, elle vient d'un souffle. Et ce souffle, il vient d'une âme, une grande âme, celle de ce Maurice André, né à Alès il y a 75 ans, et qui a, on peut le dire, inventé la trompette comme instrument soliste en un peu plus de 50 ans de carrière, pendant lesquels il a fait rayonner cet instrument, pendant lesquels il a fait rayonner la musique. Alors, nous sommes allés à sa rencontre chez lui, au Pays Basque, où entouré de sa famille, il nous parle de son intimité, et puis nous avons aussi rencontré tous ceux auxquels il a su insuffler ce bonheur, ce plaisir de la musique qui vient de lui, qui vient de ce qu'il aime appeler son cœur gros comme ça. Merci Maurice de nous recevoir chez vous à Urugne. Pourquoi est-ce que vous vous êtes installé ici au Pays Basque? Mais le Pays Basque paraît loin de Paris et tout ça, mais c'est un pays merveilleux. J'ai choisi ce pays parce qu'on y est bien. J'aime beaucoup les Basques qui ont du caractère, et ils ont à peu près le même caractère que les Cévenols. Je viens des Cévennes, j'ai ancien mineur de fond dans les Cévennes, et j'ai trouvé des gens de caractère. Mon père était un trompettiste amateur, il arrondissait ses fins du mois en faisant des petits bals populaires qu'on appelait dans le Midi des fêtes votives, mais qui jouait très 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 bien. Il aurait pu faire une carrière formidable seulement. Il était l'aîné d'une famille, et l'aîné dans les Cévennes doit prendre les responsabilités du père qui est mort. Donc il est resté dans le sud, mais il était connu, puis il faisait danser pendant la guerre, je me rappelle, toute la nuit, il jouait dans les montagnes pour faire danser les jeunes qui avaient besoin de s'amuser, tout ça pendant la guerre, avec une résistance incroyable. Il tenait des heures et des heures avec un tambour et un accordéon. Le jour de son décès, je me rappelle, il y avait plus de 20 000 personnes à son enterrement. Naturellement, c'était un homme russe, tout ça, le pauvre. Il faisait des fautes d'orthographe en veux-tu en voilà, mais c'était un homme de cœur. Et un homme qui aimait la musique classique. Parce que certaines personnes ont dit que la musique classique était réservée à une certaine élite. Pas du tout.
dès qu'il entendait un petit morceau classique à la radio, il y en avait très peu. À l'époque, il n'y en a pas assez encore. Il pleurait. Il me prenait par la main, il me dit, écoute Maurice, comment c'est beau, écoute comment c'est beau. Un jour, mon père, il vient avec un vieux cornet à piston. Il me dit, voilà, je t'ai ramené un cornet à piston, Maurice. Alors j'ai joué le cornet à piston, et au début, le cornet à piston, c'était naturellement pour moi les notes, il m'a pris les doigtés, tout ça, et je jouais une chanson très populaire à l'époque. Et tous les copains, les voisins des mines disent, tu te rends compte, Maurice, ça fait 1 semaine qu'il a un cornet à piston, il joue bye bye Lili, bye bye Lili, il y avait 3 notes. Ma mère m'a souvent vu endormi sur la trompette, parce qu'en plus, plus tard, je faisais des petits bals populaires, où je rentrais à 4h, 5h du matin, 4h, et à 5h, hop, il fallait retourner dans la mine. Mais alors, vous aviez l'énergie d'aller à la mine après? Ah oui, oui. Mais c'est quand je revenais de la mine que j'étais endormi. Ma maman a toujours été ignare de musique. Elle chantait même faux. Quand elle chantait la Marseillaise, allons aux enfants de la patrie. Papa était très doué. Mais elle rêvait de quelque chose pour vous, votre maman? Mais maman, elle aurait aimé que je reste dans les mines, quoi, naturellement. Mon mari pensait qu'il ferait de la musique, mais mon mari le voyait à Paris, il était la garde républicaine. Je lui disais toujours, je serais heureux si tu pouvais rentrer à la garde républicaine. D'après mon mari, la garde républicaine, c'était un point culminant pour une musicienne qui venait de la province. Il travaillait à la mine, hein. Et lorsqu'il arrivait de la mine, à 4h, il goûtait. Et lorsqu'il avait goûté, allez, il s'enfermait dans sa chambre. Et là-bas sur son lit, il s'installait, solfège, trompette. Des heures, oui, madame. Tout le quartier résonnait. Oh oui, il y a les voisins qui disent. Il y a une voisine là, qui est partie de là, elle disait toujours, tu nous en as fait prendre des belles colères avec ta trompette. Tu as empêché les messieurs qui étaient à la mine, qui dormaient, de dormir. Et puis donc, vous êtes descendu à la mine, vous aviez quel âge? 14 ans. 14 ans. Moi, au début, j'ai fait, naturellement, il y avait 15 jours d'apprentissage, où on apprenait à couper du bois avec une hache pour faire les boiseries, Pour l'électricité, soutenir les galeries de mine. les galeries pour pas que ça vous tombe sur la tête, et puis l'électricité, la maçonnerie et tout, et puis comment ça s'appelle, la manœuvre, c'est-à-dire les bennes, sortir les berlines de la mine. Un jour, il y a des gens qui ont visité la mine, des gens bien, et il y a une dame qui a dit à l'ingénieur, oh là 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 là, quel âge il a ce garçon là? Oh, 14 ans. Alors elle a dit, oh là là, 14 ans, ça va être dur pour ce jeune homme. Et l'ingénieur, c'est resté gravé. Oh non, c'est pas dur, c'est pas dur. Ils sont habitués, ils sont habitués. Si vous vous rendez compte de la gifle qu'on a reçue, ce manque de respect humain. C'est mon meilleur copain qui joue la clarinette. Un copain qui n'a pas voulu me suivre à Paris. Je l'avais décidé, je lui avais écrit, viens me rejoindre. Et son père n'a pas voulu, malheureusement. J'aurais pas fait sûrement une carrière comme toi, mais après j'ai cassé douette. Oui. Oui, on va venir, oui. On va aller voir la cage de machin. Oui, cette histoire de Marcel, c'est de la peine. Oui. D'ailleurs, on sent qu'il a du regret. Hein. Vous pensez, il faisait une carrière à coup sûr, on était les 2 meilleurs éléments de la musique, hein, de Rochebelle. À coup sûr, et puis alors... Son père pas voulu. Non. Mais il joue quand même toujours. Oui, naturellement, il fait des balles et puis des machines, enfin de le voir là, et puis... de voir moi qui réussis, puis comment ça...
suis allé à l'Harmonie des Mines. Avec votre papa, donc. Avec mon père, oui. Avec l'Harmonie. Et je travaillais chez ce dénommé M. Barthélémy. Ouais. Alors, ce monsieur Barthélémy, c'était qui? Donc, c'était un trompettiste, un professeur? C'est un trompettiste qui avait étudié à Paris. Ouais. Et se jugeant pas très fort, était descendu à l'Est, ma ville natale. Ah. Il était descendu là, il a dit, tu sais, dans ce milieu d'artistes, il faut être au-dessus des échelons, au-dessus, parce que si tu es en bas, tu es crève de faim. Il ne s'était pas trompé, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en bas dans l'échelle, et naturellement avaient du mal à joindre les deux bouts. Et il vous a appris donc des choses que, que tout- votre père nous Il m'a a... donné toutes les ficelles du métier. Ah oui. C'est quoi les ficelles du métier? Les façons d'attaquer les notes, le style classique et tout ça. Ah, donc ce monsieur Barthélémy, il est très important pour vous dans votre carrière. Ah ben oui, c'est ma fusée, ma fusée porteuse, c'est lui qui m'a fait travailler jusqu'à 18 ans. Et quand j'ai su arriver à 18 ans, il a dit à mon père, dis donc, il faut envoyer Morissette, il faut l'envoyer à Paris parce que, dis donc, les gammes, il les descend, il les monte. Hein. Ils ont reçu une circulaire. M. Barthélémy est venu en bicyclette, je me rappelle, dire à papa, regarde, il demande des musiciens pour le 8e régiment de transmission à Paris. Il y avait l'Indochine, mais en aucun cas, ils pourront partir en Indochine. Ah, il y a la guerre d'Indochine, oui. Il y avait l'Indochine. Mon père ne voulait pas que je parte. Alors c'était naturellement gratuit pour faire des études. En plus, je ne risquais pas de rester d'aller en Indochine. Alors je me suis engagé à 18 ans. Sans l'armée, j'aurais jamais pu faire de carrière. Je suis rentré au conservatoire chez Raymond Sabariche, qui a été ma troisième forte fusée. Oui. Le premier trimestre que je suis rentré au conservatoire de Paris, et il m'a mis à la porte parce que j'avais pas travaillé les études. Voilà. Mais j'étais rentré déjà. Mais après, quand je suis retourné au mois de janvier au conservatoire, alors tu as travaillé? Et j'ai dit oui, j'ai travaillé. Et là, j'ai joué toutes les études d'Armand. Et là, il était convaincu. Et il a dit par la suite, il a dit c'est là où il est devenu Maurice André. J'avais travaillé alors. Chaque fois que je passais la classe au conservatoire rue de Madrid, fous le camp. Oh, j'étais blessé. Alors je rentrais à la caserne et je travaillais. Et je travaillais sans arrêt. La première année, j'ai eu le prix de cornet à piston. La deuxième année, le prix de trompette. Ouais. Et puis après, je suis sorti. Alors il fallait trouver du travail. Et là, Sabariche a été formidable. Ouais. Il m'a donné un smoking. Ouais. Il m'a habillé. Et puis il m'a fait rentrer au cirque Medrano. Ah, au cirque Medrano? Avec les clowns? Avec les clowns, et je faisais le cheval à la trompette. Et c'était bien, alors ça donnait des lèvres, parce que c'est dur la musique, bien sûr, il faut souffler sans arrêt. Alors j'ai fait là, après j'ai fait meilleure heure, je suis allé à la Nouvelle Ève. La Nouvelle Ève, mais La Nouvelle c'est un Ève. cabaret de striptease, ça. Ah, c'était un cabaret où les filles se mettaient à poil. Je jouais C'est si bon, papadabadaba. Je voyais voler un soutien-gorge, une culotte. là. Je continuais naturellement. Alors je suis rentré à la radio. Je suis resté à la radio, radio symphonique. À cette époque, on avait l'opéra, on a tous les postes sûrs. En plus, on faisait des phonos, qu'on appelle. C'est-à-dire Tino Rossi, Charles Trenet, tout le monde vous invitait pour faire leur disque dans l'orchestre. Ah oui, d'accord. Alors, je faisais l'orchestre de la radio et en même temps, je faisais des disques et des musiques de films. Donc vous avez connu Charles Trenet, Tino Rossi. Oui, j'ai accompagné dans Charles Trenet. J'ai un solo d'ailleurs qui restait gravé. Mon premier solo que j'ai fait à Paris, c'est National Fête. C'est Maurice André qui joue au début, là. Trompette bouchée.
il y avait un petit groupe de musiciens autour de moi, un trompettiste, un saxophoniste, un trombone, batterie, basse, guitare, et moi au piano. Et le trompettiste avait demandé à Henri Salvador une augmentation. Et Henri Salvador avait refusé de l'augmenter. Et il avait déniché un jeune trompettiste qui sortait du conservatoire, qui jouait très bien de la trompette, mais qui n'avait aucun sens de la musique de jazz et de variété dont on avait besoin pour accompagner Henri, mais qui jouait même magnifiquement de la trompette, et de façon très rigoureuse, et c'était Sondré. À 30 ans, il y a les membres du jury qui s'occupent du concours de Munich m'avaient invité comme trompettiste pour aller du jury. J'avais 30 ans déjà, à l'âge mûr déjà, pour être du membre du jury. Et un jour, on faisait un disque à comment ça s'appelle, à Paris, à la Salvagram. On enregistrait à la Salvagram, et il y a Delmotte qui est un grand trompettiste, un grand trompettiste. Il me dit, toi, la boîte à concours, tu devrais faire Munich, regarde, c'est payé, c'est bien payé. J'ai dit, ils m'ont invité il y a pas longtemps pour être du jury. Ah mais du jury, pour être du jury, donner 3 000 ou 4 000 marques. Et le concours était 25 000 marques. Ah mais j'ai dit, je préfère concourir. Mais là, je l'ai toujours pris, j'ai toujours fait pour une blague méridionale. Oui, mais vous vous êtes présenté. Et je me suis présenté, j'ai eu le premier prix. Tout est parti de Munich. Ah ouais. Tout est parti de Munich. Ils ont vu la télévision, Karajan, Karl Böhm, Karl Richter, Münchinger, Ristenbach. Ils ont dit, ce trompettiste, oh là là, il faut le faire revenir. Alors ils l'ont invité. Voilà, la Philharmonie de Berlin, avec Maître Karajan, et vous voudrez faire un disque. Je dis, qu'est-ce que vous dites? Vous vous rendez compte? Karajan, oui, oui, avec Karajan, la Philharmonie de Berlin, ils veulent faire un disque. Alors j'ai fait un disque avec Karajan qui a été le disque le plus vendu de ma vie. D'abord, notre première rencontre, je connaissais Maurice par la radio, c'était à l'époque où il commençait à se faire connaître. Et nous travaillions tous les deux pour Erato. Donc nous faisions des CD à cette époque-là, mais ce n'était pas encore des CD, c'était des vinyles encore. Et puis lui-même a commencé d'enregistrer son propre concerto avec le panache que vous lui connaissez. L'orchestre s'est levé, lui a crié bravo, enfin c'était un succès extraordinaire. C'est comme ça que, bon, nous avons fait connaissance et nous avons vu que nous avions la même vue sur la musique qu'on transmet. La musique qu'on ne fait pas pour soi, si on le fait pour soi un peu, mais c'est une façon de communiquer avec les autres. Et c'est là que, c'est pas moi qui j'ai pris l'initiative. C'est Maurice qui m'a demandé si je voudrais pas venir jouer avec lui, parce qu'à l'époque, il travaillait avec un orchestre de chambre, mais il n'était pas tellement content. Il s'est aperçu qu'un orgue, j'ai tous les jeux de l'orchestre ici, et avec l'acoustique d'une église, évidemment, ça faisait sonner mon orgue et ça trompette d'une façon merveilleuse.
2 mois, nous avions donné 50 concerts. En Ça combien? marchait bien. Oh, En 2 mois. oh oui, 50 Bah, concerts en 2 oui, mois. bah oui. Presque tous les jours. tous les jours. Tous les jours, on prenait la voiture à midi. Alors, Maurice s'arrêtait dans la nature pour travailler. Il a dû vous raconter qu'il adorait ça, travailler en plein air. Quand il faisait beau, c'était à l'automne. Et puis, nous étions dans le centre de la France, Clermont-Ferrand. C'est une très jolie région. Bon, à un moment, il s'arrêtait pour travailler. Moi, j'arrivais un peu à l'avance pour voir ce qu'était l'orgue et comment j'allais m'arranger. Et puis, on était tout prêt pour le concert. On dînait, on dormait et le lendemain, on recommençait. Ah mais vous Ouais. étiez des musiciens nomades. Ah bah oui, nous, vraiment, les gens du cirque. Ah ouais. Oui, oui, oui. Je prenais le train à Frasnes et il y avait beaucoup de monde, c'était la fin des vacances. J'avais un gros sac qui était très lourd et un jeune homme m'a dit gentiment « Oh, je vais vous aider, donnez-moi votre sac. » À un moment donné, je vois une belle blonde qui monte sur le train, dans le train, alors naturellement, je lui ai fait du charme. À la sortie, il m'a dit « Je vous offre quelque chose ?» Je dis « Oui, j'ai soif. » On est allé boire un petit jus de fruits et puis on s'est revus tous les soirs presque. Et c'était assez vite. Les copains de la radio, de l'orchestre me disaient, tu revois la fille du train? J'ai dit, oui, regarde, on est mariés. Et j'ai connu, je dois avouer, une femme que je souhaite à tous les hommes. Et on m'a dit, comment vous épousez un musicien, mais vous n'avez pas réfléchi. Mais ma pauvre, vous allez presque crever de faim. Un musicien, ça ne gagne pas sa vie. C'est toujours à droite, à gauche, et vous serez toujours toute seule. Ben, pour l'instant, je ne suis pas toute seule. C'est pas toujours facile quand on est enfant parce que on a besoin d'avoir ses parents à la maison et des fois c'est vrai qu'ils partaient peut-être 1 mois et demi. Ils revenaient peut-être une après-midi et repartaient derrière. Alors quand on est enfant, on a un peu gros sur la patate. On n'a pas envie de comprendre pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi, mais surtout on ne comprend pas. Mais ce qui a permis de tenir toujours cette vie de famille, donc déjà ma mère était toujours derrière, ça a toujours été ce 50% de la réussite de sa carrière. Lui jouait, mais ma mère était derrière. Surtout, ils ont toujours su être là, à Noël, à Pâques, aux anniversaires, aux dates, on va dire, très importantes pour la famille. J'ai pris les choses en main parce que lui était incapable. Il recevait des lettres, il les mettait à la poubelle. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'allais les rechercher dans le panier à papier. Et puis c'est elle qui s'occupait des concerts de mon père, donc c'est elle qui traitait avec les impresarios. Et là, j'aime autant vous dire qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus. Et elle avait la poigne. Bonjour madame, c'est madame André qui vous appelle. S'il vous plaît, je voudrais 2 billets d'avion. Alors c'est un petit peu compliqué. C'est le départ mardi 13 juin. Après, j'ai eu... C'est ma fille. Après, j'ai eu mon fils. Et puis, surtout Lionel. C'est le dernier, Lionel. Et puis, malheureusement, il nous a quittés. Mais enfin, il faut prendre les choses comme elles sont, puis il faut durcir un petit peu. Vous savez, un enfant, c'est dur pour le père, mais c'est encore plus dur pour la maman, parce que c'est un peu de son corps qui s'en va. Oui, ça a été terrible, oui, allez, ça a été terrible. Dès qu'il arrivait, c'était ses premières questions. Comment se sont passés les cours? Donc de solfège, de hautbois ou de trompette pour mon frère. Et valait mieux que ça. Fil droit. Après le reste, ça allait. Mais ça, c'était le plus important, voilà.
Déjà, tout gamin, je me rappelle, j'aimais beaucoup l'écouter répéter. C'était beau, c'était agréable. On n'avait pas envie de se boucher les oreilles, comme on pourrait penser avec la trompette. Et je pense que donc lui m'a transmis, peut-être pas spécialement en me donnant un cours, mais tout simplement en l'écoutant. Moi, en l'écoutant, cette façon de jouer. Alors jamais je prétendrai jouer comme lui, mais en tout cas, je pense que je m'en suis pas mal rapproché, surtout par rapport à ça, s'imprégner. Ouais. Nicolas est trompettiste. Il a fait un très mauvais début. C'était le fils de Maurice André, il ne travaillait pas assez. Ouais. Maintenant, je vous certifie que Nicolas est très, 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 très bon. D'ailleurs, quand il a joué dans mes concerts orgue et trompette, là, les derniers que j'ai fait, tout le monde me dit « Oh là là !» Donc, il est très doué. Béatrice est très douée, mais elle ne travaille pas assez. Elle travaille le hautbois, elle. Elle fait du hautbois. Mais je voudrais qu'elle fasse un peu plus. Papa ne veut pas oublier, et je trouve que c'est absolument génial, donc son passé, sa première vie de mineur de fond, et je pense qu'on a toujours été aussi élevés dans cette optique. Je pense pas que l'on soit trop prétentieux avec Nicolas, parce que c'est vrai qu'on aime en fait les choses simples aussi. On sait ce que c'est de travailler, puisqu'on travaille depuis très jeune, et je pense que c'est très important de rester la tête froide et de ne pas oublier qui on a été. Bien que nous, on est arrivé dans plutôt un cocon doré, mais on n'oublie pas ce que papa a été dans le temps, ma famille, parce que ma famille donc était famille de mineurs. Et non, c'est bien de ne pas oublier tout ça. Il s'est toujours intéressé à nos études. Il voulait toujours qu'on fasse aussi un minimum de 2 langues, les plus parlées dans le monde, pour pouvoir toujours nous amener avec la musique à passer certaines frontières. Non, mais toujours intéressé à tout, au sport, aux études, à la musique. Et comme je disais, qu'on soit bien occupé surtout, pour pas avoir le temps d'aller faire les andouilles. On m'a dit, votre vibrato, Maurice, est formidable, il est comme une soprane. Quand la première fois que j'ai tourné en Amérique, ils ont dit, le vibrato, on jouait John Sutherland.
Ah oui, John Sutherland, pas John mal. Sutherland. C'est pour ça que j'ai fait un disque d'opéra après. Ouais, Je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais ce vibrato, quand je faisais des petits bals populaires, j'ai joué la mer ou revoir à Paris, padam, padam. Ah, je vibrais avec la main. Je suis arrivé à Paris, il m'a fait. Non, je vibrais avec la lèvre. Je suis arrivé à Paris, ça m'arrive, je m'a fait vibrer à la main. Alors c'est un mélange de vibrato avec la main et avec le machin. Si j'ai à me décrire, je joue dans le style, pas baroqueux, parce qu'il pousse les sons, mais baroqueux, froid, et avec un peu de vibrato quand je veux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands musiciens, mais les trompettistes obéissent quand même à une discipline tout à fait particulière. D'abord, c'est la difficulté de la bouche, parce que certains, véritablement, ils perdent presque vraiment leur vie à force de souffler dans cette trompette. Mais là, il était, avec son instrument, il était accouplé parfaitement. On aurait dit véritablement que c'était le couple magique qui avait été inventé dès les origines. Il était né avec une trompette. Maurice a cette chose dans le son, une espèce de clarté dans le son qui le différencie de tout le monde. Donc on peut dire que Maurice est un peu à part de tout le monde, parce qu'il y avait d'autres élèves de Savariche qui n'avaient pas les caractéristiques de Maurice. Maurice, c'est un martien quelque part qui a amené la trompette à un niveau qui n'existait pas. Même les anciens, quand je suis rentré à l'opéra, me disaient, quand Maurice est arrivé, on s'est tous retournés parce qu'on avait entendu un autre instrument. C'était plus la trompette, c'était l'autre instrument. Maurice André, c'était vraiment l'idole de ma jeunesse et de toute cette génération de trompettistes et des générations d'avant. Je pense que il le restera pour les générations d'après. Celui qui m'a parlé d'abord de lui, c'est Karajan, avec une formule magique, parce qu'il m'avait dit il faudrait que tu puisses rencontrer vraiment Maurice André. Alors je connaissais Maurice André comme ça, de réputation, mais je ne l'avais jamais vu. Et il a ajouté, c'est sûrement le plus grand trompettiste, mais il n'est pas de notre monde. Alors lui, ça veut dire quoi? Mais il est resté un peu dans ce qu'il était autrefois. C'est toujours un mineur. Il n'arrive pas véritablement à fréquenter ses nouveaux amis. Il n'arrive pas à rentrer dans le grand monde de la musique. C'était pas une condamnation, mais c'était chez lui un étonnement. La télévision est formidable pour notre art, pour tout d'ailleurs. Et Jacques Chancel, avec qui j'ai fait le grand échiquier, Jacques Chancel faisait passer tous les messages, que ce soit le théâtre, la musique, le classique et tout ça. Je jouais déjà, je faisais des concerts avec Marie-Claire Alain, qui est la grande organiste française. On avait du mal à remplir une église, qu'après chaque Chancel, on pouvait faire 3 concerts. Je lui dis, ça serait bien pour toi que tu puisses rencontrer et peut-être même jouer avec celui que je considère comme l'un des plus grands trompettistes du monde, mais celui-là n'est accordé qu'au jazz, Dizzy Gillespie. Et lorsque j'ai appelé Dizzy Gillespie, que je lui ai raconté mon problème, je lui ai dit, voilà, je voudrais qu'on puisse organiser une rencontre entre vous, le grand trompettiste de jazz, et Maurice André, qui lui est un grand trompettiste classique. Il me dit, mais ça serait mon bonheur, je connais très bien Maurice André, enfin je connais sa musique, je sais comment il joue, mais je ne l'ai jamais vu. Et lorsque ils sont arrivés dans le studio, Maurice André, je me souviens très bien, était à côté de moi, Dizzy est entré, d'abord il me dit, mais c'est lui? Et je lui dis, oui c'est lui. Et alors il s'est levé, et Dizzy Gillespie n'a pas attendu véritablement que l'autre lui tende les bras, il lui est tombé totalement dans les bras,
Et c'était déjà gagné dès le départ. Oui, avec Dizzy Gillespie, il était très connu par la pavillon, la trompette en l'air, le pavillon en l'air. Ouais. Alors moi, j'ai fait déchouder ma trompette. Et puis, le jour de l'émission, j'ai pris la trompette et je l'ai mis au diapason de Dizzy Gillespie. C'est très vexant de voir la trompette à Dizzy. Ouais. Dizzy, Allez, Dizzy. Dizzy, les trompettes, non, je peux. C'est très pratique, mais j'y suis pas habitué. Enfin, on va voir ce qu'il en sort. Vous voyez un peu l'horizon quand même. Ok, Dizzy. Cette rencontre avec Dizzy Gillespie, c'était formidable. Dès qu'on a fini l'émission, on a décidé de faire un disque. IMH, pour Alain Lanceron. Une rencontre d'un trompettiste de jazz avec un classique. Ça aurait été formidable. Ouais. Lui, il jouait pas un truc de lent, et Maurice, il jouait pas la 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 la. Un truc là. Il faisait de l'improvisation et moi, je jouais un truc classique. Et puis notre cher Dizzy Gillespie, que j'aimais tant, mon frère de couleur, est mort d'un cancer. J'ai formé 110 trompettistes dans le monde. Des Japonais, Allemands, Américains. 110 élèves. Ça vous plaisait, ça de... Ah là là, qu'est-ce que j'aime l'enseignement. Parce que tout est intérieur, la trompette. Tout se passe intérieurement du corps. Un violoniste, on le reprend. L'archer, ouais. tout est visible. Ouais, ouais. Les instruments avant, comme le corps, la trompette, le trombone, tout est intérieur. Alors il faut expliquer aux gosses, attention, il faut intérioriser pour comprendre le développement de l'air et de tout ça, avec le diaphragme. La musculature, pas trop appuyée. Si tu appuies beaucoup trop, tu vois, tu viens de faire ça, tu appuies, ben c'est pas possible. Si moi j'appuie pareil, ça, je vais avoir le son, il va être dégueulasse. Enfin, ce que vous apprenez, à vous intérioriser à l'élève, c'est passionnant. Sur pas les doubles croches. Fais-moi voir la suite. Une belle attaque piano, hein. Ça, l'orchestre, ça s'intègre avec les quatre corps, les deux corps de l'orchestre. Alors tu rentres avec les deux corps. Allez, 1, 2. Non. J'aime pas ce pianissimo pour ce thème. Ce thème doit être présent et bien vivant et tout. Et 1, 2, 1, 2. Et soignez tout de suite. Et très viril. Alors la suite, ces fanfares, ces appels. On avait tous 16-20 ans et quand Maurice était là, d'abord lui il était là bien avant nous. Nous on arrivait à 8h30, lui il était là depuis 2 heures, il chauffait, il préparait ses programmes.
Et il était déjà en très bonne forme instrumentale, alors que nous, on était à peine réveillés. Et puis, c'était des cours incroyables, mais encore une fois, très proches. Il ne créait pas une distance avec les gens, il créait une proximité qui faisait que tout le monde se sentait bien. Ça, c'était formidable. Quand il y a eu, je dirais, une forme d'imitation chez certains élèves, c'était, je pense, assez inconscient, parce que l'admiration était obligatoire chez Maurice. Lui n'a jamais forcé les gens à jouer quoi que ce soit d'une façon au contraire, et ça a été formidable aussi, c'est que avec lui, il prenait en compte la personnalité de chacun et les possibilités techniques de chacun. Il dit, pour toi, pour cet exercice-là, tu devrais plutôt faire ça, parce que tu vas voir dans telles circonstances, en concert par exemple, tu ne pourras pas faire ce que tu veux si tu fais pas ça. Donc il avait toujours un aspect très pratique qui était lié aux possibilités de chacun. Moi, je me surprends souvent à jouer une phrase et je me dis, ah oui, non, mais ça, c'est... D'accord. L'héritage, il est évident, il est inconscient, enfin, il est totalement... voilà. Intégré en vous. Intégré complètement. Donc il n'y a pas la volonté de faire exactement comme, mais on se retrouve beaucoup plus souvent que ce qu'on croit à avoir une idée géniale qu'on a déjà entendue en fait avant. Ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait du bon goût, que ce soit toujours très propre et toujours très joli. C'était son mot, il fallait que ce soit joli. La trompette, ça doit être beau, il y prenait toujours l'exemple des chanteurs, des grandes chanteuses, et pour lui, il fallait que ce soit ça, la trompette. Mais dans tous mes voyages, je me débrouille à savoir où il y a une place de trompette solo, une place de première trompette dans un orchestre de radio, de télévision, d'orchestre d'opéra. Et ce qui est formidable, je trouve, dans mes voyages, je rencontre toujours mes pions que j'ai casés un peu à droite et à gauche. J'en ai à l'Opéra de Copenhague, j'en ai en Amérique, à Dallas, j'en ai à New York, j'en ai trompette solo à Luxembourg. L'école de trompette est toujours bien portée, mais attention, ça réagit dans tous les pays du monde. Le dernier concours, c'est des pays comme l'Espagne, et puis Venezuela. Alors justement, à propos de l'Espagne, il y a un jeune Espagnol qui travaille aussi avec votre fils Nicolas, Oui. qui s'appelle Ruben. Ruben, oui. Hein? Vous le faites travailler aussi? Oui, moi je le prends tous les mois à peu près, mon fils le prend tous les 15 jours. Et il a concouru à Paris d'ailleurs, au concours Maurice André, avec un vibrato terrible. Alors là, j'ai dit, il faut le sauver ce gamin, parce qu'il est surdoué. Et maintenant, je peux dire, maintenant, c'est le trompettiste le plus doué que j'ai entendu. Le successeur de Maurice André? Ah, je ne sais pas si Maurice André était doué. On sent qu'il est très détendu. Au fond, il ne l'est peut-être pas, mais il donne cette impression d'être très détendu et d'être heureux de voir tout son public. Et ça, le public le ressent. Parce que souvent, ça m'est arrivé d'être dans la salle et de ressentir ça. Ça, c'est énorme, quand le public est heureux de voir quelqu'un qu'il aime. On a fait des jurys ensemble dans des concours et c'était pas rare l'après-midi qu'il aille jouer. On arrive au restaurant, on sortait de concours, il y avait une réunion d'anciens, il allait leur jouer l'Ave Maria, il était en pleurs et eux aussi et nous aussi. Et il jouait à la trompette en ut et ça, c'est la vraie trompette. C'est la trompette la plus difficile, mais c'est celle où on voit toutes les qualités.
la trompette comme instrument soliste, j'y croyais pas trop. Et pourtant? Je savais qu'il y avait des Harry James, des Aimé Barelli, des Jouvin, tout ça, qui avaient vendu beaucoup de disques. Alors je dis, il faut populariser quand même ton art, Maurice. Il faut que tu fasses pas seulement le classique, pas seulement le brandebourgeois, le Haydn, le Hummel. Il faut faire des variétés. Alors j'ai fait un petit peu n'importe quoi, il faut bien avouer. Mais j'ai posé la question une fois à Karajan, je lui ai dit, qu'est-ce que vous trouvez? J'ai fait des disques de musique un peu... Mais tu as très bien fait, il m'a dit, j'ai bien fait moi les valses de Strauss. Donc, parce que les gens ne sont pas assez éduqués musicalement. Ils croient que si vous jouez du classique, vous ne pouvez pas jouer un air populaire. Alors que l'air populaire, vous le jouez au bout de 3 mois de musique. Parce que c'est des rondes et des noirs, c'est très facile, quoi, en définitive. Alors, pour approcher ces gens, si j'avais commencé et que je fasse que du classique avec la trompette, mon auditoire aurait été au moins 10 fois moindre. À l'époque, on faisait des émissions pour Albert Esner, acheteur des têtes de bois. Albert Esner aimait bien inviter de temps en temps des artistes classiques. Je me dis, tiens, si on faisait quelque chose avec la trompette classique, et alors j'appelle Maurice André et je lui propose d'être une prochaine victime de mon mariage, de mes expériences avec mes musiciens classiques. Et alors elle me dit, ah oui, ça me fait plaisir beaucoup, mais alors ce que j'aimerais, c'est que chaque mouvement d'une suite que tu composerais soit écrit pour un de mes instruments différents. Mais ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que pour les autres trompettistes, c'était impossible. disait toujours, moi je ne suis qu'un exécutant. Le génie, il est ailleurs. Nous ne sommes que des porteurs de nouvelles. Et ça, c'était extraordinaire. Mais c'est, je crois, Bach qui, pour tous les musiciens, est sans doute le plus difficile, et qui s'exprimait vraiment. Non, c'est un être tout à fait extraordinaire, tout à fait à part, et qui mériterait peut-être de se reconnaître un peu mieux. Bach, ça a toujours été sa grande passion, toutes ces messes, la messe en si, etc. Enfin, le brandebourgeois, bien sûr, il a joué, pas beaucoup le joue, bien sûr, mais je crois que ça a toujours été sa grande idole. Le baroque, j'irais même plus loin, plus qu'un compositeur, une époque, c'est vraiment son empreinte. Ouais. Mais Bach a toujours été son idole et enfin, c'est encore une fois difficile. Je pense que tout ce qu'il a touché, il l'a toujours fait avec goût. Ouais. Toujours. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Je préfère toujours Bach. Ouais. D'ailleurs, Bach, dans tous les conservatoires du monde, le plus grand musicien de tous les temps,
Alors Bach, en plus, Bach a écrit beaucoup pour tous les instruments. Comme Mozart, il n'a pas écrit très intéressant pour la trompette. Il y a la dominante, la quinte, l'accompagnement. Et il fait passer la trompette que Bach. Il a fait participer tous les instrumentistes dans son édifice musical. Et qu'est-ce que c'est beau. Mon plus grand plaisir musical, c'est quand je jouais avec Karl Richter, les messes en si mineur, les cantates, les brandebourgeois et tout ça. Dans l'œuvre de Bach, le chœur qui vient, qui est beau, qui est magnifique, il y a les 3 trompettes, les timbales qui viennent en plus éclairer tout ça, c'est de toute beauté. Alors je suis très sensible à Bach. J'entends 2 mesures de Bach, je me fous dans un autre monde. Mais c'est curieux quand même, dans un milieu comme mon père, qui me prenait la main quand il entendait très peu de classique, qui écoute comment c'est beau. C'est pour ça, mes amis, la musique classique est réservée à tout le monde et le restera des siècles et des siècles. Et je me souviens qu'à un certain moment, on parlait de musique, parce qu'il adorait vraiment parler de toutes les musiques, et je lui avais demandé, vous aimez la musique contemporaine? Et il me répond, ah non, pas du tout, parce que c'est un bruit qui me rappelle trop la mine. Ça avait été effroyable, et d'ailleurs, dans les gazettes, le lendemain, on avait beaucoup parlé de son expression, les gens qui sacrifiaient la musique contemporaine n'étaient pas particulièrement contents. Mais lui, ça l'amusait. Il me dit, mais il fallait que je le dise. Il est arrivé avec le disque, et ça c'est la chance qu'il a eue, s'il a eu des chances, c'est celle-là, c'est qu'il a grandi en même temps que le disque, donc il s'est fait connaître en faisant une quantité de disques incroyable. On parlait de David Guerrier par exemple, qui est un génie de la trompette, hein, c'est un martien aussi. Le problème de David Guerrier, c'est qu'il ne pourra jamais enregistrer autant de disques que Maurice, ne serait-ce que parce que Maurice les a déjà faits. Le marché du disque étant ce qu'il est, il n'aura pas ce moyen, ce média pour communiquer avec son public. Je me rappelle, à l'âge de 7 ans, j'écoutais en boucle le final du concerto de Haydn avec Maurice André. Je rentrais chez moi et je mettais le disque. Et mes parents, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, tu sais, il y a d'autres mouvements sur le disque, et c'est vrai que bon, après j'ai eu une autre phase avec le concerto brandebourgeois, toujours le final, mais c'était quelque chose de très très présent à mes débuts en tout cas. Mais quand on regarde l'histoire de la trompette, savez-vous que le violon, le piano, c'est nos bébés, c'est des bambinous? La trompette de Jéricho, la trompette du jugement dernier date de 6000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Alors je voudrais qu'il y ait plus de respect pour nos instruments. Là, c'est l'atelier où je suis heureux. Je fais des sculptures, voilà. Ça, c'est pour mon voisin, ça. Alors, c'est de la sculpture sur bois. C'est les petites maisons, vous voyez. Il y a une petite maison, il y a un lit. Mon jardinier, il a une fillette de 3 ans. Je lui ai fait un petit lit, des petites maisons, des petits bancs. Enfin, je bricole, quoi. Depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire depuis 1 mois, j'ai fini mon dernier concert à Béziers. Je prends le temps, je déguste, vous savez, comme quand j'étais jeune en faisant l'amour. Tranquillement, prendre son temps. C'est tellement important de déguster.
C'était un bon vin, un bon machin, une petite maisonnette comme ça. Regardez celle-là, si elle est belle. Hein. Ouais. Elle va être magnifique. Je suis heureux. Ouais. Je suis heureux parce que, naturellement, papa me disait toujours, une retraite se prépare autant qu'une carrière. Je crois que s'il fallait définir Maurice André, je dirais, en tout cas dans son cadre à lui, c'est un humaniste qui ne se sait pas. Il n'a jamais reconnu sa véritable dimension. Aujourd'hui encore, il ne doit pas la reconnaître. Il doit, aujourd'hui, j'en suis persuadé, d'ailleurs il me le disait, il doit s'étonner d'être ce qu'il est devenu. Il ne s'y attendait pas. C'est vraiment pour lui la surprise des surprises. Donc c'est un homme simple. Il n'est pas comme certains qui, n'ayant pas de talent, croient que les autres vont leur reconnaître du génie. Il était le contraire de tout ça. La plus belle récompense que j'ai eue de mes copains des mines d'Alès, tu t'es bien reclassé, toi, Maurice. C'est pas beau. Qu'est-ce que demande l'être humain? Il demande d'être assis, tout ça. Un jour, j'ai dit, je ne sais pas quel journaliste, quand j'étais dans les mines, qu'on a fait des grèves, ils nous ont envoyé des tanks et des machins. J'ai envoyé des boulons à la gueule des flics. Que maintenant, je ne le ferai plus parce que je suis assis. Ouais. Je suis heureux. J'ai ma femme, j'ai mes enfants en bonne santé, j'ai l'argent. L'être humain, qu'est-ce qu'il veut? C'est être heureux. Il ne demande pas des milliards et des milliards. Remarquez, dans la mine, c'était bon pour la santé. Merci, Maurice. Merci à vous tous. Merci, oui, je crois que tous ceux qui aiment la musique peuvent remercier Maurice André, même au-delà de la musique, parce qu'il a su rayonner, faire venir à la musique et à la trompette, mais à la musique en général, tous ceux qui peut-être ne la connaissaient pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, il arrête sa carrière aujourd'hui, une carrière bien remplie, mais il a derrière lui un chiffre que je veux vous citer quand même, parce qu'il est marquant. 285, oui, Maurice André a enregistré 285 disques, ce qui fait qu'il est le musicien français qui a le plus publié de disques, d'autant que ces 285 disques se sont vendus à plus d'1,5 million d'exemplaires. C'est vous dire le rayonnement qui continue de cette musique. Alors, évidemment, je ne vais pas vous citer les 285 disques, j'en ai sélectionné 4. Celui-ci, Maurice André, c'est un double CD avec un très beau livret qui raconte sa vie. C'est probablement une manière de traverser l'ensemble de son œuvre, depuis la musique baroque jusqu'à jusqu'à Nino Rota, disons, jusqu'à tout ce qu'il a pu toucher, et tout ce qu'il touchait devenait or lors de cette trompette. Il y a ce fameux disque, celui qui s'est le plus vendu de tous ces disques, le disque avec Herbert von Karajan et la Philharmonie de Berlin, avec entre autres le concerto de Hummel qu'on a entendu durant cette émission. Et puis il y a ce double CD fameux, la trompette du siècle, et c'est vrai que c'est la trompette du siècle, Maurice André, où il a réuni aussi toute une série de pièces variées qui le représentent. Et puis il y a évidemment l'album du 75e anniversaire, celui qui vient de paraître. Tous ces disques, mais beaucoup d'autres, qui vous permettent d'aller à la rencontre de cette grande âme, de ce grand cœur, et puis qui vous permettent de vous réchauffer le cœur en répondant peut-être, pour Maurice, à cette injonction que lui disait son père, cette phrase qu'il aime répéter de son père, « Le soleil doit pouvoir briller pour tout le monde ».